Est-ce que tu m'entends? Oui, Ça va bien? salut, ça va? Oui, Bon, merci et toi? Ah, merci, merci d'avoir accepté cette invitation. ben avec plaisir. Voilà, suite à quelques vidéos que j'ai regardées de toi, j'ai été frappé par cette pureté, absolue, révélée et ça m'a frappé. J'ai envie de t'envoyer l'invitation pour, venir témoigner de ton parcours. Voilà. Ici aussi, ça a révélé cela, Mmh. quelques années et après, il y a eu un cheminement de face à face, voilà. Pas toujours facile, mais toujours évident. Oui, Voilà, donc je voulais savoir comment ça s'est passé pour toi et comment ça a démarré et comment ça s'est terminé aussi et comment ça continue et comment ça se vit maintenant aussi, bien sûr. oui. Ouais, c'est ça, c'est bien de le dire, comment ça continue parce que, s'il y a une chose qui est devenue évidente, c'est contrairement à aux croyances, parce que je vois beaucoup de chercheurs de l'éveil qui croient qu'une fois que ça va être installé, cette révélation-là va terminer quelque chose, là, ça va être un achèvement et un bonheur total et suprême et sans plus aucun accroc et c'est tellement une supercherie, cette affaire-là. C'est tellement, c'est tellement injuste et non vrai, en fait, que dans la réalité, par la suite, je reçois des gens qui me demandent en Zoom ou quelque chose pour me dire, ben Christine, c'est drôle parce que depuis, c'est une catastrophe. Je revis des souffrances de trucs de mon enfance, je revis. Et là, et là, ça me fait toujours un peu sourire parce que, en fait, la plus grande qualité de la conscience, à mon sens, c'est la clarté, c'est que ça éclaire. Et donc, ça peut pas faire perdurer des conflits ou des trucs qui seraient, on va dire, qui seraient amoncelés dans le corps ou dans le corps émotionnel, dans le monde émotionnel. C'est un éclairage qui se fait à tous les niveaux. Donc, ce serait fou de penser que ça fait disparaître tout ça. C'est impossible. Et donc, c'est plus un chemin d'éveil qui est fait, on va dire, par personne, parce que la conscience relève les choses, révèle des choses euh, qu'on le veuille ou non. C'est un peu ça, en fait. Et c'est drôle que tu parles de pureté ou d'innocence. J'aime bien cette affaire-là parce que ce matin, je me faisais la réflexion. En fait, il y avait cette réflexion-là qui arrivait et qui me faisait réaliser à quel point, s'il y a un truc qui a été permanent avec l'éveil, c'est le fait de me foutre de ce que les gens pensent. Et là, ça peut être très péjoratif dit comme ça, là, mais c'est, c'est tu perds les, les masques et les cachettes et tout devient tellement clair que tu t'en fous, en fait, de. Moi, souvent, je passe des réflexions et des trucs et je suis avec les gens et je me vois, et je le vois que ça peut étonner parce que j'ai comme pas de filtre, on va dire. Ou, et comme un enfant, ça dit ce que ça a à dire malgré le contexte, malgré ce qui se passe, et c'est ça. Et cette innocence-là se révèle avec l'éveil et, en tout cas, dans mon cas, perdure. Euh, et- mais le reste, c'est un chemin. Certaines personnes, tu vois, moi, quand j'ai commencé la recherche spirituelle sans savoir que c'était ça, à l'adolescence. Petite, j'avais des rêves prémonitoires qui étaient des rêves prémonitoires très dramatiques parce que je voyais les gens que j'aime autour de moi mourir et je voyais la façon dont ça allait arriver. Et je le disais à mon entourage et ça arrivait de la façon dont je l'avais dit.
Et j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'était une catastrophe parce que j'étais précipitée dans un monde qui n'était pas du tout le même monde que les jeunes de mon âge. C'était pas un monde où tu commences déjà à te fabriquer un ego, des masques et que tu fonctionnes en faisant attention à ce que tu vas dire parce qu'on t'éduque, on te dit ça se fait pas en société, si on dit pas ça, ça. Moi, ce monde-là rentrait en choc avec une espèce de monde de vérité, je dirais, à l'intérieur de moi, où j'étais précipitée dans une clarté qui, qui, qui me paraissait plus réelle que le monde qui m'était offert. Mais je ne savais pas quoi faire avec. C'était un monde qui était complètement. J'avais aucun mot à mettre là-dessus. Je pouvais être dans une terreur totale le soir, couché dans mon lit, au point où je dérangeais une de mes sœurs pour venir à la toilette avec moi la nuit. J'étais incapable d'être seule dans la maison, d'appréhender, de prendre le couloir, me rendre jusqu'à la salle de bain. Il faisait noir. J'avais une terreur absolue, mais je pouvais passer des longues minutes couchée sur le gazon en extase. Et je ne savais pas c'était quoi. Et aujourd'hui, je sais c'est quoi l'extase. Et donc, à cette période-là, j'étais pas dans le même monde que les autres, mais j'étais formée dans le même monde que les autres quand même, tu vois. Et je pense que ça m'a très rapidement euh, ça a très rapidement fait naître un questionnement de qu'est-ce que je suis en fait. Et j'étais à l'école et je regardais les autres élèves et il me venait des évidences et des réflexions comme je suis pas dans son corps. Euh, Pourquoi moi c'est conscient ici? Pourquoi je suis consciente ici et pas dans elle et dans elle? Et ça me faisait une trouille parce que ça devenait évident que ça pourrait aussi, que c'était quelque chose qui était très sans frontières ou sans. Alors, le questionnement sur qui suis-je et la conscience a été très fort dès le début, tu vois. Moi, j'ai été élevée la religion catholique. Alors, au Québec, la religion catholique, c'est très, très, très serré, très proche, très suivi. Et mes parents m'ont poussé à aller à l'église jusqu'à mes 12 ou 13 ou 14 ans. Et ça a été très incroyable parce que je ne comprenais rien de ce qui se disait, sauf quelques trucs où il était question de l'unité, de l'éternité, des siècles et des siècles, ce genre de trucs-là. Et pourtant, c'était encore là en clash, en confrontation totale avec l'histoire. Je demandais à mes parents pourquoi, je disais à ma mère pourquoi, si Dieu est si bon, il a mis son fils en croix pour nous sauver de péché. Quel péché qu'on a fait? Pourquoi qu'on a mérité un frère qui s'appelle Jésus, que lui a mis en croix pour nous sauver, nous? Ça avait ni queue ni tête. C'était un non-sens total. Et c'était en clash avec tout le reste du message qui est aimez-vous les uns les autres et tout ça. Et alors, tu vois, c'est difficile pour moi d'établir quand tout ça a commencé, parce que j'ai l'impression que je suis venue au monde déjà avec quelque chose. J'ai raconté à ma mère qu'à un moment donné, j'avais le souvenir d'être prise dans. Il y a beaucoup de coton et de trucs tout moelleux autour de moi et ma vision physique est toute serrée comme ça et il y a des trucs en coton tout comme ça autour de moi et je suis prise, mon corps est tout pris, tout en petits pains, tout caché, molletonné et je vois comme ça et il y a une de mes tantes qui est au-dessus de moi et qui dit des trucs que je comprends rien et j'ai la conscience en arrière-plan qui me dit je suis quelque part avec, on dirait, d'autres êtres. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis venu faire là? Et là, j'ai conscience de l'air, de la chaleur qu'il fait. Et quand j'ai raconté ça à ma mère, elle m'a dit, c'est impossible, on dirait que tu as des souvenirs de quand tu avais 8 ou 9 mois et que tu étais dans le berceau, parce qu'on ne vous mettait pas dans des berceaux. Après un an, tu n'étais plus dans un berceau. C'était d'autres trucs. Puis elle me dit, ce que tu me racontes là, c'est quand on allait chez ma sœur, puis qu'on passait l'après-midi au soleil, puis tu étais dans le petit berceau. Et ça fait qu'on dirait que de tous les temps, j'ai des souvenirs d'être consciente et d'être pris un peu avec ça, de ne pas savoir ce que c'est et de même pas me poser de questions en même temps parce que c'est naturel.
c'est devenu en opposition quand on a tenté de m'éduquer, tu vois, quand c'est arrivé le monde scolaire où là, tu as des règles, des normes, des trucs à pas faire, à pas dire. Je me souviens d'une joie sans cause immense à la première journée de maternelle, à 5 ou 6 ans, à la maternelle. Une joie sans cause. Je suis arrivée le matin, c'était plein de petits garçons, de petites filles, et j'avais un élan immense à aller vers eux autres, à leur expliquer comment les choses fonctionnent. La, la, la maîtresse d'école avait mis des formes devant nous, des triangles, des ronds, des formes, des carrés en couleur, pour nous montrer un peu des trucs. Et je prenais ça, je disais à l'autre, tu vois, ça, c'est un carré. Elle s'est retournée vers moi et elle a dit, ça commence très mal, alors tu fermes ta gueule et tu écoutes. Ça, c'était en clash, c'était en opposition totale avec l'élan qui était déjà. Et c'est ça. Et donc, j'ai appris à devenir quelqu'un avec le monde. J'ai appris à devenir quelque chose, quelqu'un, Christine, une artiste peintre par la suite, une élève, une enfant qui a horreur de l'histoire, mais qui aime bien le français, qui aime bien, bon, à l'école, telle affaire. On m'a constitué une personnalité par la force des choses. Et ma recherche s'est intensifiée à la vingtaine parce que là, je suis sortie de l'école à l'âge de 17 ou 18 ans et j'ai pris quelques années sabbatiques avant d'aller étudier en art. Et c'est là que je suis devenue beaucoup plus libre de prendre des livres, de me poser des questions. Et là, j'ai fait à peu près tout ce qui peut exister à l'époque en termes d'ateliers, tu vois, d'ateliers, d'écoute de ton corps, de tout ce qui pourrait exister. Je me suis à un moment donné penchée vers tout ce qui était ésotérie, les lames de tarot, l'astrologie, la numérologie et ensuite de tout ce qui est New Age, tout ce qui est prendre soin de son corps, le yoga. Ça a été à l'infini la quête. Là. Et je n'avais pas du tout conscience de ce qu'était l'éveil. À l'époque, je le faisais parce que j'avais une immense certitude que j'étais responsable de ce que je suis en tant que conscience, responsable à 100%. Alors, quand j'ai commencé à voir que la notion du karma existait, j'ai fortement embarqué dans cette notion-là à un moment donné, mais pas contrainte. C'était une évidence naturelle. Et là, j'ai rapidement pris, on va dire, mon monde. J'étais responsable, j'acceptais que j'étais responsable de mon monde, de mes souffrances, de mes malheurs, des trucs qui pouvaient survenir, des trucs qui, et ça m'a fait que tous les ateliers possibles d'amélioration de soi, hein, parce qu'on voit beaucoup les gens qui veulent améliorer leur personnalité, qui ils sont comme personne. Moi, j'ai tout suivi ça dans la vingtaine, dans la trentaine. Et ce que ça a fait, en fait, c'est que j'ai déconstruit le personnage qu'on m'avait construit de force, puis que j'avais, et sans savoir que peut-être que ça pouvait mener à quelque chose parce que j'avais pas de notion. Moi, l'éveil, je savais pas que ça existait. J'ai été en contact avec ces mots-là en 2010. Euh, on est en 2024, là. Donc, on recule de 15 ans environ. On recule de 15 ans. J'ai 57, un chiffron 55, donc 45-40. Autour de 40 ans. C'est les premières lectures où j'ai eu notion d'éveil. Et là, ça m'a fait un grand. C'est quoi ça? C'est quoi ça de plus que. Tu vois? Et une journée, je suis allée voir. J'étais encore en train de faire des ateliers de toutes sortes sur Facebook. Et à un moment donné, je suis rentrée en contact aussi avec le courant miracle. Et j'ai suivi ça un grand bout de temps. Et c'était toujours pour moi une quête de percer à jour c'est quoi cette conscience-là claire qui est là. Si c'est pas moi, c'est quoi? Et, euh, et en 2010, je suis allée voir une conférencière que des gens m'avaient parlé d'elle en disant elle était éveillée. Et je savais pas c'était quoi. Mais ça m'avait vraiment fait, OK, il faut que j'aille voir cette énième personne. Là. Et j'ai pris la voiture et je suis allée la rencontrer lors d'un satsang public. Et j'ai pas eu les réponses à mes questions et même j'ai été très choquée par une phrase qu'elle m'a dit et qui a remis en cause tout ce que je croyais depuis le début sur cette espèce de quête-là d'amélioration ou de découvrir qui je suis.
Et ce soir-là, je ne savais pas, mais ça a amené à une espèce de fracture. Pendant 3 jours, j'ai abandonné ma propre confiance en moi. J'ai abandonné le monde mental. Mon monde mental et mon monde émotionnel ont été abandonnés parce que c'était la millième chose que je tentais pour me découvrir. Et encore une fois, j'étais convaincue de m'être fourvoyée moi-même. Tu vois, c'était même pas l'autre personne. C'était, t'es encore en train de chercher. Puis dans le fond, il n'y a rien à comprendre et il n'y aura jamais rien à comprendre. J'étais complètement désabusée de ma propre quête. Et là, j'ai laissé tomber et il est arrivé une fracture. Cette nuit-là, il est arrivé une fracture. Ça a duré 2 ou 3 jours. Et j'abandonnais tellement tout qu'à l'intérieur de moi, il y avait des fractures qui se faisaient et qui tombaient et qui disparaissaient. Et c'était tellement concret que c'était physique, mais c'était à l'intérieur de moi. Il y avait des structures autour et à l'intérieur de moi qui se fracassaient et qui tombaient. Et j'avais absolument plus aucune place à l'intérieur de moi où me raccrocher parce que je ne pouvais plus me raccrocher sur une structure émotionnelle ou mentale ou un souvenir ou quelque chose qui constituait ma personnalité ou qui constituait qu'est-ce que je connaissais de moi ou qui m'avait toujours assuré parce que toutes ces structures-là étaient en train de tomber et c'est moi-même qui les avais abandonnées. La veille, ça avait été... J'avais une profonde... un profond écœurement de qui j'étais. Parce que comme j'étais hyper responsable, c'était pas la faute des autres, c'était moi-même qui m'étais mis dans ce pétrin-là depuis toutes les années. C'est comme ça que je le vivais. Donc, je me suis abandonnée. Et ça s'est effondré. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, il n'y avait plus personne. C'était une immense présence. L'être-té, une immense présence. Non seulement c'était une conscience claire, mais c'était une présence impersonnelle immense. Et ça a duré vraiment plusieurs mois. Plusieurs mois où c'était teinté parfois de pensées ou de raisonnements qui étaient très... c'était une grande curiosité parce qu'il y avait encore des pensées qui pouvaient faire « Qu'est-ce que c'est ça? » J'existe, mais c'était quoi, Christine? C'était quoi cette affaire-là? Parce que j'ai vécu Christine pendant des années. Et à ce moment-là, je n'ai pas de notion de non-dualité. Je n'ai pas de notion d'advaita, machin chose. J'en ai d'ailleurs pas beaucoup plus présentement. Je ne trempe pas dans le monde de l'éveil, de ce qu'on en dit, sait sur les réseaux sociaux. Tout ça, je ne suis pas dans ça du tout. Et j'étais juste en contact avec un groupe qui parlait un peu de ces choses-là, puis qui m'avait introduit à cette personne-là qui donnait une conférence. Et donc, je suis rentrée un peu sur ce groupe-là et je suis allée voir dans les fichiers et j'ai trouvé des livres de Nisargadatta Maharaj. Et ça m'a fait vraiment, OK, il y a quelque chose. Parce qu'en moi, c'était la notion de trou noir ou d'absolu. Le rien, le tout, et c'est que ces livres-là que j'ai été tentée de lire. J'ai eu un élan. Alors, je suis allée les chercher à la bibliothèque et tout ce que ça racontait, c'était ce qui était en train de se vivre. Et c'est là que j'ai compris un peu plus qu'il y avait... C'était quoi la notion d'éveil ou que ça existait, cette affaire-là? C'est comme... Tu vois, c'est comme une analogie, c'est comme quelqu'un qui arriverait d'une autre planète où il n'y a pas du tout d'alcool et qui n'aurait aucune idée qu'il y a un monde d'alcool qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes en les grands vins, il y a des pays fabricateurs de grands vins, il y a des... Et que tout à coup, serait introduit et se rendrait compte que ça existe, cette affaire-là. Ben, pour moi, c'était comme ça. La croissance personnelle existait, mais l'éveil, ça, j'avais aucune notion. Et là, ben, le cheminement a commencé parce que de curiosité en curiosité, là, j'ai lu, j'ai découvert des personnes qui parlaient de ça, j'ai découvert des... Et là, c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui existait et là, le cheminement a commencé. J'ai fait l'erreur, comme tout le monde, à peu près tout le monde l'a fait, c'est tellement rigolo. J'ai fait l'erreur de tout le monde de croire que c'était la fin. Ce qu'aujourd'hui, j'appelle l'éveil froid, c'est-à-dire la conscience claire qui est le « je ne suis rien ».
Je ne suis pas la personne, je ne suis pas le monde, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le... Et c'est beaucoup ça dans la croyance des chercheurs de ce qu'est l'éveil. C'est beaucoup, si je m'éveille, je vais être dans un monde où il n'y a plus aucune souffrance. Je suis en arrière-plan dans quelque chose qui est une béatitude ou une joie totale et le reste ne me concerne pas. Et j'avoue que l'être-té impersonnel vécu est tellement, c'est tellement délicieux et c'est tellement extatique et c'est tellement en retrait et vrai, intimement vrai, comparé à tout ce qui était de l'ordre de la personne constituée et du monde et des autres qui te parlent et qui sont dans leur propre personnage et les masques et tout ça, que c'est facile de croire que là, tu es arrivé dans un état d'être qui est permanent et c'est ça, et ça y est, et c'est tout. Et moi, c'est resté dans cet état-là pendant un bon petit bout de temps jusqu'à ce qu'à un moment donné, heureusement, ça s'est... En fait, la conscience est tellement mouvante et vivante que c'est allé tout seul dans des évidences que si je suis la conscience absolue, le corps est où? Il ne peut pas être en dehors. Le monde, c'est quoi? Les objets, c'est quoi? Et là, j'ai commencé, en me questionnant comme ça, il a commencé à réapparaître des patterns, des trucs de l'enfance, des difficultés, je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup de façon très évidente le jugement chez les autres, tout ce qui est l'égrégore de juger pour comparer, pour rester séparé. Parce qu'en fait, le monde tient parce qu'on le juge, sinon il n'y aurait pas de séparation, il n'y aurait pas de différence. Et les différences viennent à cause, à cause du jugement. Et ça a fait, là, ça a fait mettre en branle une autre forme de nettoyage, on dirait, où la conscience claire faisait relever des choses qui pouvaient être vues, vécues, pour les voir, pour ce qu'ils sont, puis tout ça. Et ça a duré 5 ans. Et dans la 5e année, en 2015, j'étais toute seule. Mon conjoint était en voyage d'affaires et j'ai été toute seule à un moment donné pendant un bon 2-3 semaines. Et c'était toujours la conscience impersonnelle qui était là, le monde émotif qui était comme en retrait ou le monde et l'espèce de, tu vois, l'évidence que quand tu te regardes dans un miroir ou quand tu regardes ta main, c'est très évident que c'est pas ce que t'es. C'est le mystère que c'est ça, mais c'est pas ce que t'es, tout ça. Bon, c'était beaucoup ça encore qui se vivait et qui s'était approfondi et qui était entremêlé de raisonnements qui disaient oui, mais quand même, je suis dans le corps, comment je peux ne pas être le corps? Tu sais, il y avait des périodes où il y avait beaucoup de trucs émotionnels qui revenaient et qui étaient de l'ordre de c'était Christine à l'école ou une souffrance ou un truc impersonnel, personnel qui avait été vécu. Et ça, je n'étais pas capable de placer ça là, dans le contexte avec le fait que pourtant, je suis la conscience impersonnelle. Et ça, c'était très, très. Et il y a une journée que je me promenais dehors, tout à coup, j'ai pris conscience que je n'étais plus capable de savoir ce qu'est une émotion. Et je n'étais plus capable de savoir ce qu'est une pensée. C'est-à-dire que je ne connaissais plus le monde des émotions. Tu vois, quand il y a une contradiction qui passe, on la sent dans le corps. S'il y a une tristesse à cause de quelque chose, on la sent dans le corps. Tu sais, à un moment donné, j'avais un ami qui me disait, toi, si j'ai perdu mon chat, j'ai tellement de peine, toi, c'est chanceuse, si tu perds un animal, t'es éveillé, t'auras pas de peine. Je vais ben voyons, non, c'est stupide, si mon petit chat meurt, c'est loin d'être drôle, là. Le monde émotif, il est vécu. Mais je n'étais plus capable de comprendre, de connaître et de goûter le monde émotif. J'avais beau essayer de me souvenir. Je savais que le mot peine existait, mais ça ne faisait plus rien. Je savais ce que le mot colère, je savais ce qu'il veut dire et je me souvenais, mais ça ne se ressentait plus. Le monde émotif n'était plus là, le monde des pensées n'était plus là. Et là, je suis rentrée dans un 2-3 jours qui est c'est impossible de décrire ce qui s'est passé.
Je sais seulement que c'était dehors, c'était l'hiver, et même s'il faisait très froid, j'ai marché je ne sais pas combien de kilomètres à tous les jours, et je mangeais énormément parce que le corps était comme une centrale atomique. Le corps était en fusion. À l'intérieur, il y avait une centrale, et pour le tenir debout, j'avais besoin de manger énormément. Et donc, j'écoutais ça, et tout ce que je pouvais faire, c'est écouter le corps qui voulait sortir, prendre l'air et manger, parce qu'il n'y avait plus rien qui était en compréhension de ça, et il n'y avait plus rien d'émotif non plus. Il n'y avait plus de pensée qui se faisait là-dessus. C'était à vitesse de la lumière, les raisonnements à l'intérieur de moi. Et là, on dirait que tout ce qu'il y avait, c'était de la connaissance, du savoir. Alors, il y avait une zone, quand je m'attachais à cette zone-là de mon esprit, j'étais dans un monde où je connaissais, où je savais. C'était le tout. Je connaissais et je savais. Et c'était tout ce à quoi j'avais accès. J'avais ni accès à me poser des questions sur le corps, ni accès au monde émotionnel, et ni accès au monde mental. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait. Je veux dire, j'avais pas le choix. C'était ça qui était là pendant 2, 3 jours. Et le lendemain, quand ça s'est terminé, je l'ai su parce que je me suis réveillée très tôt le matin, il faisait encore noir, et la présence était revenue, et le sentiment de je suis, j'existe était de retour. Mais là, c'était très différent parce que tout à coup, il y avait eu une incarnation et une évidence incroyable que je suis le corps, je suis le monde. Là, c'était plus la conscience impersonnelle, c'était la conscience intégrée, vivante et totale. Et c'est au fil, et ça, c'est en 2015. Et c'est depuis 2015 que ça chemine et que je vis avec des états comme ça qui m'amènent à une compréhension petit à petit que je suis rien et je suis tout. C'est les deux. Ça n'a jamais été nous sommes tout, nous sommes rien. Ça, et j'ai appelé ça il y a quelques années l'éveil froid, qui serait, à mon sens, le premier décollement de la conscience. La conscience qui, pour la première fois, chez un individu, se réfléchit en elle-même, se regarde et prend conscience elle-même de son existence et fait « Wow, j'ai jamais été un personnage. » Et ça, il faut le vivre parce que c'est la première prise de conscience que la conscience existe en tant qu'elle-même, pour elle-même et avec elle-même. Et après, elle peut s'identifier à ce qu'il y a là devant elle, et au corps, et à ses pensées et au monde émotionnel. Mais c'est l'éveil froid parce que, à mon sens, après, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça fait une séparation. C'est un repos. Je ne suis pas le corps. Donc, je ne suis pas les émotions, je ne suis pas les pensées. Je peux regarder le monde émotif en me détachant. Je peux regarder ce qui se passe. Les guerres, ce n'est pas mon problème. Les autres, ce n'est pas telle affaire. Dans ce qui s'est passé en 2015, je suis tout. C'est une très évidente grâce de me rendre compte qu'en tant qu'absolu, nous sommes la conscience. Et le monde, c'est de la conscience. C'est le bébé de l'absolu. C'est ce qui a mis lui-même au monde pour se réfléchir dedans, pour s'expérimenter dedans et pour se reconnaître dedans. Donc, il n'y a jamais une personne qui peut être en dehors de l'absolu. Il n'y a jamais un masque, un monde émotionnel ou quelqu'un qui n'est pas éveillé, qui est en dehors de l'absolu. Ça ne se peut pas. Tout est à l'intérieur même de l'absolu. Et ça, c'est le un. Et ça, c'est la réunification des contraires. Et ça, c'est de se promener et d'avoir l'émerveillement que absolument tout ce qui est appréhendé, qui est vu, qui est ressenti, qui est vécu, les guerres, les autres, les meurtres, un chat sur la rue, c'est vécu comme non différent de ce que je suis. C'est ce que je suis, tu vois? Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un chemin. Je veux dire, je vois très fréquemment dans le processus, on dirait qu'il semble avoir un processus, mais je mets un bémol encore là-dessus, où c'est la conscience impersonnelle, je suis rien en premier, et la conscience du tout, je suis tout, et l'unification après. Chez certains, c'est en même temps, mais je vois plutôt un et l'autre. Et
et je vois plutôt l'impersonnel en premier, parce que il me semble qu'à mon sens, c'est logique que la conscience s'auto-réalise en elle-même en premier. Et ça fait vraiment le recul avec le monde. On arrête d'être identifié, donc on recule. Mais Mmh. la deuxième, c'est une identification, mais on dirait une identification amoureuse, chaude, ce que j'ai appelé l'éveil chaud, tu vois. Et cette identification-là, elle se réintègre dans le corps. Alors là, c'est plus je ne suis pas le corps, c'est vrai, mais c'est non vrai, parce que je suis le corps. Et là, c'est un mystère. Et là, le mystère est là, tu vois. Et moi, c'est ce mystère-là qui est là depuis que ça chemine avec ça. Et la magie que ça m'apporte, c'est que il n'y a plus de combat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des souffrances émotionnelles ou des trucs qui lèvent, qui appartiennent à peu importe, on s'en fout. Je veux dire, c'est même pas important. Mais il n'y a plus de combat entre je devrais ne plus être quelqu'un et je devrais être, ça y est, l'absolu total. Je devrais être toujours en béatitude ou je devrais jamais avoir de tristesse, comme je te disais tout à l'heure, pour quelque chose qui arrive et qui est misérable, ou je devrais jamais ressentir une compassion humaine pour la pauvreté humaine. Alors que quand c'était la période de l'éveil impersonnel, c'était nettement pas de mon ressort. J'étais pas la conscience qui est là, dans l'autre personne, à faller sur le trottoir, à être dans la misère, à demander des sous, à quêter. J'avais un détachement qui était honnête, honnêtement vécu comme je ne suis pas ce monde. Mais à un moment donné, ça s'est posé la question, mais il est où le fameux monde? Est-ce qu'il peut avoir l'absolu et un monde à part? Non. Et ça, c'est un cheminement. On ne peut même pas le forcer de toute façon, tu vois. Ça fait que donc c'est là où j'en suis dans une façon de parler, parce que c'est un chemin qui, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de limite. Ces temps-ci, ça se pose beaucoup de questions et c'est beaucoup attaché sur les merveilles du cosmos, parce que j'entends parler des scientifiques qui tout à coup flirtent avec l'idée que on vit peut-être un oléogramme. Peut-être qu'on est dans un oléogramme, c'est pas le bon mot, un hologramme. Tu vois, peut-être que c'est une matrice. Regardons, tout le monde en parle. Peut-être que. Et je compare, même si je ne peux pas l'appréhender, je compare l'immensité terrible de, de l'univers. Et c'est ce qu'on est, hein, l'univers est conscient. À mon sens à moi, on est le non manifesté, qui est plutôt l'énergie autour et l'espace entre les meubles. Et on est cette non-matière-là, mais qui est consciente. Et c'est tellement impossible à appréhender qu'imagine l'illimité et le tout est possible qui vient avec. Alors, qui je suis pour prétendre que je suis arrivé au bout et que ça y est, tu vois, c'est plutôt comme une grande porte ouverte à la découverte qui va peut-être jamais finir. Et tu as parlé de ce trou noir. Qu'est-ce qui est, quelle est la différence entre donc, lorsque tu as écouté Nisargadatta Maharaj, qui a eu une très grande importance pour moi, majeure. Ah, c'est le fun, ça. Tu parles Mm. d'une drôle de coïncidence. Ouais. Et, euh, et c'est ça, ce trou noir qui s'est ouvert en fait, et qui en même temps donc vit tout le manifesté, tout, absolument tout, le corps, tout ce qui apparaît. En général, c'est le corps, aussi ça peut être aussi l'être aussi, le corps vibratoire, le corps énergétique, l'être, la puissance de l'être, les éléments. Et se vit aussi toute la création, mais toujours en tant que trou noir, en tant que Hum, cela qui, de toutes les manières, est intouchable et absolument est aussi son créé, son imaginaire. Et donc c'est vraiment c'est ce trou noir qui, qui est là, quelque chose qui est sans fond et en lequel la création se fond oui. et se dissout en permanence. Et se fait, Tel, et se fait. mm. Et en même temps, tel le sommeil profond n'apparaît jamais vraiment en vérité. C'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial.
Mmh. C'est tellement génial. C'est une impossibilité. C'est une impossibilité qu'on est en train de vivre. Mmh. Et ça, c'est génial. Je pense que j'ai l'impression que, tu vois, je fais mon quotidien, ma vie de tous les jours, et ça peut se fondre. Ça peut ne pas être si évident que ça. Ça peut, mais, mais si le moindrement, je me tourne vers ça, ou dans des périodes pour toutes sortes de raisons où c'est moins accaparé par les choses extérieures, c'est là. J'ai l'impression que ça se meut tout seul et c'est une joie qui se nourrit tout seul de vivre ce paradoxe-là dont tu parles. Et je le comprends pas. Je ne le comprends pas. C'est impossible. Quand j'ai lu Maharaj dans les premières fois, ça m'a soulevé de terre. Ça m'a soulevé. Ça... Parce que c'était tellement évident que c'était ce qui était en train de se vivre et l'évidence intime dépassait la compréhension. Et j'étais obligée le mental était relégué au je sais pas quel plan, là, mais je ne pouvais plus me servir de la compréhension pour arrêter cette évidence-là à l'intérieur qui était plus forte. Et j'ai été obligée de la vivre sans me poser de questions. Mais à un moment donné, les questions arrivent parce que c'est un paradoxe, c'est une impossibilité. J'avais pas les mots. Quand j'ai lu Maharaj, c'est dans les années 2011, 2012, dans ces temps-là. Et en 2015, quand est arrivée l'expérience où ça a été le je suis tout, j'ai compris mieux que lui souvent parlait aux gens et parlait sur les deux fronts. Certaines personnes venaient le voir à Bombay et c'était vous êtes l'absolu, vous n'êtes pas la personne. Parce que l'identification était tellement forte que sa réponse allait dans le sens de décroche un peu, désidentifie-toi, tu vois. Et d'autres fois, c'était le contraire. C'était, c'était tellement désincarné qu'il ramenait la personne. Il jouait, et là, j'ai compris un peu plus comment ce paradoxe, comment laisser faire ce paradoxe-là sans toujours que j'ai des questions à propos de ça. Comment je peux être tout et rien en même temps? Et il y a quelques années, j'ai lu Brian Greene, un astronome. Non, c'est pas un astronome, c'est un cosmo, en tout cas, un grand scientifique hyper réputé aux États-Unis. Et plusieurs de ses livres sont traduits en français. Et je suis beaucoup ses publications parce que j'adore la façon dont il vulgarise tout ce qui est le cosmos. Et dans un de ses livres, j'ai lu que dans les dernières découvertes, les scientifiques qui pensaient que les trous noirs se contentaient de tout avaler la lumière étaient au contraire des usines à fabriquer la matière. Et ça, c'est une des révélations qui date de quelques années à peine. Et ça m'a fait, OK, c'est ça. Parce que j'ai des images et je suis revenue de l'expérience de 2015 où il n'y avait plus le monde du mental ou le monde émotionnel et que si j'étais tournée vers quelque chose qui était de la connaissance ou du savoir, dans ma propre façon de l'imager et de le rendre concret du mieux que je peux, après est arrivée l'évidence que c'est le non manifesté qui est, pas, qui est une connaissance, mais qui n'est pas capable de se percevoir. Se connaître et se percevoir, c'est différent. Se percevoir, ça prend la conscience qui perçoit et ça prend quelque chose à percevoir parce que s'il n'y a rien à percevoir, on n'a pas besoin de conscience. Et ça, c'est la naissance. Le Big Bang, c'est la naissance du monde en même temps. Et ça, c'est le trou noir qui fabrique. Mais comme, mais comme c'est voilà, je pense que le sang avait été désactivé. Et comme c'est l'absolu non manifesté qui est un, ce truc-là de faire un mode de perception et quelque chose à percevoir ne pourra jamais être engendré pour vrai à l'extérieur. C'est forcé de rester dans le un parce que le un est éternel, sans aucune fin, sans aucune barrière, sans aucune clôture. Et donc, cette tentative-là de se percevoir est obligée de rester en elle-même et en ce sens-là, c'est une impossibilité.
en ce sens-là, on est dans le trou noir qui gobe sa propre lumière, qu'il fabrique de l'autre côté et qu'il reprend en lui-même et qu'il fabrique de l'autre côté. Et c'est ça le monde de la perception. Tu vois, ça m'est venu comme un peu que tout ce qui est perçu là, incluant la conscience, est une impossibilité en soi, qui pourtant est parfaitement vécue et intégrée. Et quand ça a été révélé et que depuis, c'est ça qui est là et qui s'habite et qui, tout à coup, j'ai compris l'horreur des paroles de Maharaj qui, en 2010, ça m'avait saisi. Souvent, il s'adressait aux personnes ou en lui-même ou dans ses textes, il disait la conscience est une calamité. Vous n'êtes pas la conscience. Et ça, c'est donc, oh mon Dieu, c'est comme c'est vrai, comme c'est vrai. La conscience est le produit de l'absolu non manifesté dont il a eu besoin, incluant le monde et le Big Bang et les planètes et la matière, pour tenter d'apercevoir qu'est-ce qu'il est lui-même comme non manifesté, pour tenter de s'extraire et de se voir, de s'apercevoir lui-même. Mais on n'est pas cette conscience-là. Alors que l'éveil, on pense que c'est arrêté à « je suis conscience ». Et lui disait, la conscience nous est tombée dessus. Souvent dans ses livres, on voit ça. Cette affaire-là nous est tombée dessus et c'est une calamité. On est l'absolu, on n'est pas la conscience qui est en train de vivre un monde et d'être intégré dans la matière. Et ça, c'est le « je suis rien ». Et d'autres fois, c'est complètement le contraire. Et là, il l'explique avec le « je suis tout ». Et lui a vécu les deux toute sa vie, tu vois. Et ce mystère-là, j'ai lu tous les livres et j'ai parlé à un moment donné à quelqu'un qui était très, très calé là, dans toute la vie de Maharaj et à son sens à lui et au sens de ce que j'ai lu aussi, ce mystère-là n'a jamais été expliqué. C'est-à-dire que Maharaj n'a jamais osé dire « voici ce que l'on est, voici ce que… » Tu vois, il nous a toujours ramenés à l'absolu et au fait que la conscience était un truc rajouté par-dessus ce qu'on est. Alors que dans l'éveil, couramment, on pense que ce qu'on est, c'est la découverte de la conscience en tant qu'elle-même. Et en 2015, ce qui s'est passé, cette conscience-là, impersonnelle en tant qu'elle-même, elle a disparu. Non, parce que j'étais encore consciente de ce monde-là de savoir, mais c'était pourtant pas la même affaire. C'était pourtant comme si il m'avait été montré qu'on est plutôt le père de la conscience. Cela qui a créé la conscience, où c'est même impossible d'avoir des mots. J'étais consciente du sommeil profond. Je savais que les corps se reposaient. Le corps émotionnel n'existait plus, le corps mental n'existait plus. Il n'y avait que connaissance et j'étais consciente que le corps physique était en train de se reposer. Et j'étais consciente toute la nuit, pendant 3 jours. J'ai pas eu de sommeil inconscient. Comment je peux expliquer ça? J'en ai aucune idée. Fait que c'est un paradoxe. C'est une impossibilité et un paradoxe qui ne s'explique pas. Et j'ai même pas le goût qui s'explique parce que j'ai l'impression que c'est dans ce mystère-là qui s'entretient. Et là, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ils viennent de découvrir encore un trou noir là, qui encore là disent que c'est le plus immense de tous les temps. Dans telle et telle galaxie, là, il n'y avait jamais vu un trou noir à ce point-là. Il est, je pense, 55 milliards de fois plus gros que le Soleil. On ne peut même pas appréhender ça. Mais c'est nous qui l'avons mis là. C'est ce qu'on est. Ça vient d'être retrouvé il n'y a pas longtemps? Oui, ça, tu peux te googler cette affaire-là. Là, c'est, Et c'est ça qui fait le mystère, c'est que quand dans ta vie de tous les jours, ça te traverse ça, puis c'est ce grand trou noir-là qui est là et que tout passe et tout te traverse. Moi, ça fait juste tout le temps, là, je veux dire, et ça se reflète dans ce que je fais, ça se reflète dans mes choix d'aller dans une direction ou l'autre, ça se reflète dans les découvertes que j'aime faire dans le monde, ça se reflète dans l'intégration et dans l'intégration de la joie dans le monde parce que j'ai plus le goût nécessairement de le comprendre, mais j'ai le goût de le laisser vivre. De toute façon, à un moment donné, on peut comme pas faire autrement.
Sinon, c'est un combat, tu vois. C'est pour ça que je dis dans la mesure humaine, très concrète et très ordinaire, monde ordinaire, ben, je me pose même plus la question si est-ce qu'il y a quelqu'un, pas quelqu'un, est-ce qu'il y a une conscience identifiée, est-ce qu'il y en a plus, est-ce que là, c'était l'affaire, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Premièrement, il y a quelque chose qui s'est joint, qui s'est collapsé avec l'éveil froid, l'éveil chaud. Il y a quelque chose qui s'est intégré et qui se vit depuis ce temps-là comme un mystère. Comment est-ce possible de rendre stationnaire son imaginaire, tel un film qui se déroule et dans lequel on rentre, on a l'impression d'être et le vivre en totalité, comme le rêve ultime de rentrer dans le film et de vivre le personnage, le héros, en toute sécurité, en plus. Donc pouvoir vivre toutes les plus grandes aventures en toute sécurité parce que c'est un film et c'est un film donc il ne se passe jamais rien et donc comment Moi, ça se fait? ça se fait pas. Moi, c'est impossible. Mmh. La, j'ai envie de dire, l'égrégore, Christine, est une personne insécure, premièrement. Et ça, tout le reste n'a rien changé à ça. C'est-à-dire que dans l'évidence d'être intégré dans le monde matériel, que je ne comprends pas, mais qui se vit, qui est là, qui est ce que je suis, qui a été accepté depuis 2015 comme étant le tissu de ma propre être-té, il y a l'aspect je suis insécure dans le monde. Il y a cet aspect-là qui se travaille plus ou moins bien, qui est là plus ou moins, qui est. Donc, certaines choses, je peux voir des patterns ou des affaires qui vont être de l'ordre de je dois être en sécurité. Tu vois, j'adore voyager, mais j'ai cancellé l'Israël. Je devais être en Israël. Je ne vais pas tenter d'aller en Israël, ce serait complètement fou. Physiquement, l'intégrité, le corps, tu vois. Et donc, il y a encore la notion de ce monde-là peut s'arrêter. Le corps peut décider qu'il se termine. Et là, le chemin sera autrement. Tu vois, j'ai l'impression que ça n'apporte pas toutes les réponses. Et ça aussi, c'est le mystère. Mais en même temps, il y a une invincibilité qui est reconnue et qui est vécue. Il y a une innocence parfaite, comme si il y avait une notion de savoir qui s'approfondit de plus en plus, savoir que tout ça est juste un film. Et là, je suis dans le je ne suis rien. Tout ça n'existe pas. C'est une impossibilité qui est au cœur de moi-même, avec un grand M. Donc, parfois, je vis l'évidence que tout est du carton-pâte autour. Tout est. Je suis pas le corps, je suis invincible. Je suis cela même qui l'a créé. Et le lendemain, ça peut être très concret et très matériel et très non, je ne fais pas telle affaire, je ne le sens pas, il peut y avoir un problème, je ne vais pas me mettre dans la merde à faire telle affaire, je sens que ça pourrait être compliqué, je ne veux pas me compliquer. Et là, on est de l'ordre humain, là. On est de l'ordre des préférences de je ne vais pas tenter d'aller en Israël parce que ça va être la cata et c'est très dangereux. Et de toute façon, s'il arrive quelque chose, le gouvernement m'a bien averti, il ne viendrait pas me chercher. Je veux dire, il y en a qui le font. Il y a des reporters canadiens, il y a des gens qui se rendent en Israël présentement sous différents prétextes. Alors, tu vois, j'ai l'impression que je ne peux pas te dire que j'ai gagné la sécurité intérieure totale qui me rend invincible et qui pourrait se traduire euh, en moi d'une façon où je serais téméraire, où j'aurais plus peur de rien, où il y aurait. C'est faux. Ce serait mentir que de dire ça. Et je ne sais pas pourquoi. On est des humains. C'est ça. J'ai l'impression que c'est une expérience qui a été choisie, pleinement mise en œuvre et, et ça ne sert à rien de refuser tout ce qui peut venir avec, qui est complètement de l'ordre humain. Il y a un corps émotionnel, il y a un corps. À un moment donné,
il y a quelqu'un qui me fait le commentaire, vous êtes d'une supercherie immense parce que vous avez raconté sur les réseaux sociaux que vous aviez un problème d'ordre physique, que j'avais un truc et que c'était difficile de ce temps-ci. Et là, je lui ai rappelé que Maharaj est mort d'un cancer de la gorge et que le corps physique, l'éveil rend pas invincible et enlève pas le cheminement du corps physique. Moi, en tant que corps féminin, j'ai eu à un moment donné à être confrontée à ce qu'on appelle la ménopause, l'arrêt des menstruations, l'arrêt de l'ovulation chez la femme, l'arrêt de pouvoir avoir des enfants, et là, les transformations chimiques énormes dans le corps, qui transforment le corps, qui te rend la fatigue, ces transformations-là qui se vivent sur plusieurs années avant que ça se stabilise. Et ça a été une période très, très enrichissante parce que j'ai pris, c'est la première fois que je prenais conscience parce que mon corps n'était pas vieux, donc le processus de vieillissement, je n'étais pas encore confrontée à ça. C'est la première fois que je prenais conscience que le corps est programmé, il fait ce qu'il veut de lui-même. Et ça va beau être totalement clair, je ne disposais de rien dans cette clarté-là pour dire t'arrêtes et tu ne entres pas en ménopause. Je ne. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que l'éveil ne règle pas tout. Et ça aussi, c'est un mystère. Donc, il y a quelque chose d'un autre ordre qui est supérieur même à ce qu'on est, même si c'est encore là nous-mêmes, qui a mis des barèmes, dont le corps humain ne va pas durer plus que 100, 120 ans s'il est chanceux. Tu vois, il y a des barèmes, bizarrement, dans ce monde-là humain. Et ces barèmes-là, on les a choisis, on les a mis en place. Tu vois? J'ai l'impression que pour le corps émotionnel, pour le monde émotif qui peut perdurer et sur lequel on peut s'identifier encore, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont sans fond. On peut aller chercher des émotions qui sont chez les autres et les vivre comme si c'était à soi. Et là, c'est complètement impersonnel parce on est le même corps émotionnel, tous les humains, on est le même corps mental, on est la même conscience. Donc, on a des barèmes qu'on ne peut pas s'en tirer là, les uns les autres. Là. Et ça peut répondre à la question que quelqu'un, des fois, me dit, est-ce que tu es devenue végétarienne? Est-ce que tu pratiques la nourriture pranique? Est-ce que tu... Non, non. Ce corps-là ici, c'est pas ce dont il a besoin et c'est pas ce qui me dit de faire. Et moi, j'écoute l'intuition et mes élans. Je fonctionne toujours par intuition et par élan. Point. Donc, s'il y a l'élan végétarien là, de l'autre côté, pour telle personne, tout est permis, tout est correct, tout est absolu, tout est parfait, tu vois. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle dans l'éveil. Il n'y a pas de. Il y a pas de règle et il n'y a pas de fin, en fait. Et c'est ça, je pense, le message que je dis souvent et que je trouve qui est le plus facile, c'est une liberté totale. Il n'y a pas de règle. Tu vois? Tout est tellement possible. Ça s'est donné tellement la possibilité d'être illimité dans l'expérimentation que dire ça, c'est bien, mais ça ne l'est pas. Tu as ce ressenti direct, donc une sorte de crispation, dépression foudroyante, lorsque tu sais que tu fais pas quelque chose qui n'est pas de l'ordre de cet élan, de cette cohérence. Ah, je le sais. C'est c'est une crispation, comme tu dis, mais c'est ressenti comme un gros blocage et un immense non. Je sais que c'est non. Et je suis obligée de l'écouter. Je le sais que c'est non et je dois écouter. Sinon, c'est une torture envers moi-même. C'est psychique aussi. C'est physique, psychique, surtout un arrêt. Donc. Et si on continue, si tu continues, tu as eu des rébellions, disons, des moments donnés où tu t'es rebellé contre ça Non. pour voir jusqu'où ça pouvait aller? Parce qu'à un moment donné, Euh, pas pour voir, mais à un moment donné, peut-être que quelque part, oui, c'est aussi pour voir. Se oui, dire non, mais je fais ce que je veux, cette rébellion, et non, je vais pas écouter ça.
Oui. Ça m'est arrivé à l'âge de 30 ans. Tu vois, il n'y avait même pas encore l'éveil, mais ce truc-là dont tu parles, moi, je l'ai depuis toute petite. Je sais quand c'est oui, je sais quand c'est non. Et quand je me retrouve dans une traque qui n'est pas du tout, qui est pas du tout ce qui doit être dans ce chemin-là, puis j'avais pas les mots-là pour l'expliquer quand j'étais plus jeune, c'est ce que tu parles, la grosse crispation, le non évident. Et une fois, je suis allée pareil. Euh, je voulais voir jusqu'où je pouvais décider malgré cette intuition-là. Je voulais voir comment la vie allait me suivre dans ça. Qu'est-ce qui allait se passer si j'écoutais pas ça et que je défonçais ça et que je faisais les trucs moi-même à ma propre façon. Et il n'est pas arrivé rien de grave ou de dangereux. L'expérience s'est faite et à un moment donné, ça a dépassé une borne qui n'était plus acceptable. Et quand cette borne-là est arrivée, j'ai coupé. J'ai su que c'était terminé. J'ai refait les choses pour que ça soit terminé dans ma vie. Ça, c'est terminé. Je l'ai accepté. Et depuis, mais ça s'est adouci beaucoup parce que c'est de l'ordre des expériences et pour moi, aujourd'hui, ça compte à peu près plus. Mais pendant très longtemps, je me suis sentie comme si je m'étais violée moi-même. Je me suis sentie sale. Je me suis sentie mon âme, là, j'ai senti que j'avais violé quelque chose que j'étais pas due pour vivre et qu'on m'avait laissé faire pareil. J'ai senti que la vie m'avait protégée là-dedans, que j'avais eu toutes les cues, les tips, les trucs et les infos au jour le jour pour toujours être au fait que j'étais en train de m'enliser. Ça, oui, OK, telle affaire, je vais le faire, mais et dans cette période-là, je me souviens qu'à un moment donné, je devais aller quelque part. Et encore là, c'était le grand nom. Et c'était dans tout le contexte de ce que je tentais de faire. Et quand je suis revenue, le soir, j'avais une route d'à peu près 10 kilomètres à faire et c'était une tempête de neige tellement terrible que même les phares allumés, je ne voyais rien. Je ne voyais rien. Et là, je prenais conscience que je m'étais vraiment mis les pieds dans les plats et je me disais, non, la vie m'aime assez pour me supporter dans le test que je veux faire. Pour moi, c'était comme un test. Je veux aller voir sur quoi. Et j'ai fait toute la route. Je suis arrivée chez moi. Et là, tout le truc n'était pas terminé. Je continuais encore de. Alors, j'ai comme eu tout du long. Ça a duré peut-être, je te dirais, cette période-là, 2, 3 semaines. J'ai eu tout du long des, des hints pour ne pas être toute seule dans ça, en sachant très bien que je voulais expérimenter jusqu'au bout. Et à la fin, j'ai su quand il fallait que je coupe. Et quand ça s'est coupé, tout est disparu. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de reliquat de ça. Il n'y a pas eu de choses qui sont revenues quelques mois après et qui m'auraient ramené dans le truc. C'était vraiment, comme on dirait, une fenêtre qui avait été, je déroge, je vais à l'encontre de l'intuition qui me dit non, j'essaie le truc quand même, la fenêtre est là. Et après, tout ça a été cassé, mais je suis restée avec cette sensation-là de malhonnêteté ou de non-intégrité à ce que je suis, mais dans mon être, dans mon âme. Ça n'a rien à voir avec le corps, là, tu comprends? Ça n'a rien à voir avec le monde émotionnel même. C'est comme si c'était non juste dans ce que je suis. C'est comme ça que je peux l'exprimer. Et ça s'est beaucoup dilué après. C'est correct, c'est une expérience, mais ça m'a fait, OK, je sais que me battre contre les élans et les instincts, c'est difficile. Premièrement, ça avait été difficile. Il y avait un peu d'embûches. Il a fallu que je sois vraiment très forte mentalement parce que c'était un peu épeurant hein, quand tu essaies d'aller contre ça. Tu sais Aller pas contre trop le parce que vent? oui, c'est ça. Puis j'étais aussi un peu contre moi-même parce que depuis toute petite, je suivais ces élans-là. Je suivais. Et c'était dans la moindre petite chose. Je suis une personne intuitive dans la moindre petite chose. Je peux rentrer dans un restaurant et dire on s'assoit là.
Et il m'est arrivé des trucs de toutes sortes qui corroboraient le fait que, garde, encore une fois, c'est tellement minime, mais je l'ai suivi. On dirait que c'est le, c'est l'intuition. Il y a quelque chose qui me fait faire ou qui me pousse ou qui me dit ça oui, ça non, ça ok, pas là, telle affaire. Et, euh, et ça m'a dit après, ben écoute, c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est comme ça que tout va aller au mieux. Et depuis, c'est très vrai, c'est très vrai. Je ne vais jamais contre ça maintenant. Et mes rêves lucides, je fais des rêves lucides dans lesquels ça corrobore cette affaire-là. Je sais toujours où mettre un pied devant l'autre. Tu peux l'essayer, mais peut-être que tu l'as déjà essayé aussi, mais je veux dire, c'est plus facile de suivre la voix intérieure, l'intuition, où on peut mettre les mots qu'on veut, mais Nourri de cette énergie, je suis coupé, on n'est plus nourri. C'est comme si je tombais dans une dépression. Je tombe dans une dépression profonde, instantanée, foudroyante. Le cerveau n'est plus irrigué, je suis figé. Si je m'oppose vraiment, et donc 99 du temps, c'est OK, mais quelquefois, pour des petits détails ou des fois des choses plus, et c'est vraiment des fois pour quelques mots, un manque de respect, quoi que ce soit, je tombe, je suis plus alimenté et quelquefois, je vais parler, parler, parler et pourtant ça pourrait sembler être quelque chose d'assez brutal, assez violent aussi dans ah oui, dans l'honnêteté. oui, Ouais, être oui. Alors, il faut que tu t'en fous. Il faut vraiment s'en foutre. Il faut tellement vraiment s'en foutre. Il y a un moment donné où le sentiment d'être juste en soi, d'être vrai en soi, de ne pas déroger de ça en soi est tellement fort et évident que ça peut faire ce que tu dis si c'est pas respecté. Et c'est pour ça que je te disais d'entrée de jeu, on, on vient à se foutre de ce que les autres pensent ou de ce que. Et on veut. Et c'est pas dit méchamment, mais c'est comme si à un moment donné, il y a une clarté qui est là, qui prend même pas conscience qu'il n'y a plus de filtre ou il n'y a plus de masque et qu'une banalité pour quelqu'un pourrait être, mon Dieu, c'est pourquoi que. Parce que comme tu dis, ça peut peut-être parfois être sec ou brutal ou quelque chose qui est. Mais, mais pour moi, c'est du tout mimi qui est même pas, qui est absolument sans danger, tu vois, sans. mmh. On s'est porté par la vie de toute façon, c'est beau, c'est juste. C'est la vie qui s'exprime, le verbe. Eh oui, le verbe. Oh, j'aime ça, ces mots-là. J'aime tellement ça. Parce que quand en 2015 est arrivé le truc avec la centrale atomique et le trou noir qui a persisté là pendant des semaines où c'était tellement évident et c'était moins modulé qu'aujourd'hui, moins intégré, donc où c'était tellement nouveau que là, c'était très évident que le verbe, c'était, je répétais juste ça, le verbe. Et, et cette mouvance-là qui fabrique et qui module et qui se vit était évidente et je ne la comprenais pas et c'était juste ça qui revenait, le verbe. Et on me ramenait, et ça me ramenait à à mon éducation catholique de l'âge de mes 8 ans, où le verbe s'est fait chair. Puis je disais à ma mère, qu'est-ce que ça veut dire, maman? Pourquoi le prêtre en avant, il dit le verbe s'est fait chair? C'est quoi ça veut dire que. Et là, du coup, le verbe, OK. Et on est loin là on est loin là d'une image iconique d'un Dieu tout-puissant, en chair et en os, barbu blanc, assis, qui juge les autres et pour le mal. Et tu vois, c'est comme c'est complètement merdique, cette affaire de religion-là. Là. Mais moi, il y avait déjà la connotation, le tissu de base, le verbe, ça me. Il y a, il y a quelque chose là, ça bouge, il y a quelque chose là qui est vivant dans ça, le verbe, il y a quelque chose là qui est. Et ça, c'est revenu tout seul en 2015. Je me demande si j'ai pas me demande si j'ai pas un texte dans mon premier livre sur ça. Je me souviens plus. Mais
c'est devenu une évidence. Je suis le verbe qui Il se fait chair, il se fait matière, oui, c'est ça, en soi-même en plus, sans même pas aller nulle part. qui est totalement imaginaire. Oui, qui est une impossibilité, qui est le rêve. Et c'est correct, c'est parfait. Là, on est dans l'éveil froid, on est dans je ne suis pas. C'est un rêve. Ce qu'on vit est une illusion, un rêve, mais tellement réel parce que fait avec le tissu de la réalité. C'est à la fois froid et chaud en même temps. C'est un paradoxe ambulant, c'est une impossibilité ambulante, c'est un hologramme vivant. Et moi, j'ai même pas envie, c'est-à-dire ça va ou ça va avec ça, mais j'ai pas envie de clôturer cette affaire-là et de le comprendre et de. Tu comprends? C'est de C'est comme c'est l'imaginaire. là. Ouais. Et c'est là-dedans qui est l'émerveillement pour ma part. Tu sais? Même avec l'art, avec les créations que je fais, avec les. C'est une, euh, c'est une inspiration qui ne cesse, qui a aucun fond, peu importe ce que je fais. C'est une animation de fond qui anime ce qui est là, peu importe ce que je fais, peu importe quelle direction ça prend, tu vois. Dans un choix de faire un voyage X, Y, Z, dans une toile à peindre, dans un plat à cuisiner, dans n'importe quoi. C'est la vie. Merci beaucoup, Christine. Ben, c'est moi qui te remercie. T'es où, là, présentement? T'es où, toi? Dans le Var, à Toulon. Ah, OK. Ben, en quittant, là, je fais le truc en fin de semaine, là, ici à Lyon, avec Alain de Hollam. Et ensuite, on prend la voiture et on descend. C'est-à-dire, on prend le TGV, on s'en va à Marseille, on prend une voiture et on va faire Saint-Tropez et Cassis. Il nous reste à peu près 2 semaines là, de voyage. Et ensuite, on retourne à Charles de Gaulle, à l'aéroport à Paris. On remonte à Paris avec un autre TGV pour revenir au Canada. Ça fait qu'on je vais aller un peu voir la mer. Ah oui, surtout Saint-Tropez, qui est magnifique. Oui, c'est ça. On a fait des parcelles du sud de la France en plusieurs petites étapes là, selon. Là, j'avais eu un truc aussi à Nice à un moment donné, fait qu'on avait fait des petits endroits comme ça, mais évidemment, c'est tellement vaste et beau il en manque. Et là, cette fois-là, on a arrêté notre choix sur Saint-Tropez et Cassis, qu'on nous dit qu'il y a des belles marches à faire là, le long des falaises. Et, Tu fait que connais? c'est ça. Mm. Ça va faire du bien de voir la mer. Ouais. Mhm. Ah, si tu connais pas Saint-Tropez et les plages de Saint-Tropez, tout ça, et tout, c'est magnifique. C'est peut-être l'un des coins les plus magnifiques. Ah, ben, j'ai hâte de voir. Je te dirai. Ouais. J'ai beaucoup travaillé là-bas. Ah oui? Mm, c'est superbe. Le golfe est superbe. Pogolin, tout ça. Les Ah, belles ben, j'ai plages. hâte. Il y a des plages magnifiques et la nature. Et le village aussi, visiter. Et, qui est vraiment un village qui représente vraiment le village français, mais Ah dans, oui. sa dans sa plus belle magnificence. Ah, Voilà, ben, bah, écoute, tu vas te régaler. ouais, Merci je beaucoup. t'aime. Tu vas savourer, on savoure bien bah, cette chaleur de notre créé, notre imaginaire. Merci, merci, merci. Donc, à très bientôt. Ben oui, pourquoi pas? À très bientôt et bonne continuation, Merci. bonne aventure. Merci à toi. Mais de rien. À très bientôt. Oui, bonne fin de journée. Bonne fin Bye de journée. bye. Merci. Ciao.